Et je laisse la parole, du coup, à Monsieur Borin et au docteur Blanchet. Parfait. Donc, merci beaucoup à Solène et à l'équipe de la DAC de nous avoir invités pour cet événement. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter notre structure, le réseau de lutter contre la douleur, et de vous montrer comment on peut vous aider, discuter avec vous aussi comment on pourrait vous aider s'il y a des éléments qu'on n'a pas forcément évoqués ou balisés dans notre mode de fonctionnement. Donc, au niveau de cette présentation, donc, elle sera à deux voix. Donc, je suis avec le docteur Véronique Blanchet, qui est médecin coordonnateur de notre structure. Donc, je présenterai un peu la première partie sur les grands enjeux et les objectifs de notre structure. Et Véronique vous présentera par la suite notre parcours d'inclusion et on conclura avec des cas pratiques pour suivre avec les questions-réponses. Vous me dites si vous voyez le support. C'est bon. OK. Donc, alors, pourquoi la douleur chronique est un enjeu? Donc, cette première slide pour vous présenter quelques données qui sont issues du livre blanc de la SFETD, donc la Société française d'études et de traitement de la douleur. Donc, d'après le livre blanc de 2017, près de 12 millions de Français seraient douloureux chroniques. Donc, on entend par douloureux chroniques des personnes qui ont des douleurs de plus de 3 mois. La douleur est également le premier motif de consultation auprès des généralistes et au sein des urgences. 70% des douloureux chroniques ont des traitements inadaptés et 20% des patients opérés restent douloureux après leur opération. La douleur aussi génère des conséquences psychologiques qui ont un enjeu sur le moral des individus. Il y a un enjeu économique et social lié justement à la consommation de soins. Donc, près de 10, la question de la douleur représente près de 10 consultations par an chez le médecin généraliste et 4 chez les spécialistes. Et elle génère également un nombre important d'arrêts de travail, que ce soit dans la fréquence ou dans la durée des arrêts. Donc, face à ces constats, les slides défilent, il n'y a pas de souci de votre côté? C'est bon. OK. Donc, face à ce constat, donc, plusieurs défis liés à la situation et aux particularités des patients en douleur chronique. Premièrement, c'est la question de la prise en compte du vécu des patients, de leur parole, pour pouvoir justement mieux les accompagner et capitaliser sur leur expérience douloureuse. Et la question de la coordination, parce que ces patients, par rapport à leur profil, ils ont vocation justement à rencontrer énormément de professionnels de santé, que ce soit des libéraux, hospitaliers, différentes expertises. Et l'idée, c'est de trouver des clés et un axe pour pouvoir donner une cohérence à ce parcours pour eux, afin de les accompagner du mieux possible. Et c'est ces différents défis que notre structure essaie de répondre grâce à notre organisation et notre parcours. Alors, au niveau de notre structure, en quelques mots, donc on a un réseau de santé qui est financé par l'ARS. Donc, on a été créé en 1995 par le docteur François Bourreau et le réseau est porté par l'association Ville-Hôpital Lutter contre la douleur. Donc, l'association est reconnue d'intérêt général et est dirigée par un conseil d'administration composé de professionnels de santé libéraux et hospitaliers. Donc, aujourd'hui, notre présidente est un médecin libéral qui s'appelle Dr Nathalie Regensberg-De Andris. Donc, en termes de périmètre, comme je dis, on intervient sur toute la région Île-de-France et on a vocation à nous développer de plus en plus dans les départements de la Grande Couronne. Donc, au niveau des profils des patients, comme je l'ai dit auparavant, c'est des patients douloureux chroniques. Donc, à partir du moment où leur douleur a plus de 3 mois, c'est des patients qui sont potentiellement éligibles à notre accompagnement. Le docteur Blanchet vous présentera un peu plus spécifiquement comment ça se passe. Donc, en termes d'organisation, au niveau de nos ressources, donc une équipe médicale composée du docteur Éline Renaud-Tissier, docteur Blanchet et docteur Juliette Andrew-Gallien. Donc, ce sont des médecins coordonnateurs spécialisés dans la douleur chronique. Donc, au niveau de la répartition des tâches, donc, le docteur Renaud-Tissier a les fonctions de directrice médicale et médecin coordonnateur, et le docteur Véronique Blanchet de médecin coordonnateur, tous les deux sur la partie patient adulte, et le docteur Juliette Andrew-Gallien sur la partie pédiatrique. On développe on est en train de mettre en place depuis le début de l'année un parcours pédiatrique pour accompagner les adolescents douloureux chroniques. Donc, au niveau de notre équipe paramédicale, donc aujourd'hui, nous avons
2 infirmières à temps plein qui sont nos coordinatrices. Et au niveau de notre équipe administrative, donc moi en tant qu'adjoint de direction, et Marlène Payet qui est notre chargée de mission. Donc, comme vous pouvez le voir, on essaie d'étoffer notre équipe. Donc, nous sommes à la recherche également d'un médecin coordonnateur et d'une infirmière coordinatrice. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous. Donc, au niveau de nos objectifs, les 3 principaux objectifs qui cadrent en tout cas notre fonctionnement. Donc, premièrement, c'est apporter un appui aux professionnels de santé de premier recours, donc, principalement les professionnels de santé libéraux. Donc, leur apporter, que ce soit de l'expertise, du contenu, de l'information, pour qu'ils puissent mieux prendre en charge leurs patients douloureux chroniques. Donc, ça se décline de différentes manières, on précisera par la suite, et améliorer la qualité de la prise en charge des patients douloureux chroniques, grâce à justement nos modalités d'accompagnement et une coordination qui est renforcée. Et parallèlement à tout ça, il y a une volonté aussi justement de décloisonner les secteurs de ville et l'hôpital pour pouvoir justement créer du lien et décharger un petit peu le secteur hospitalier grâce à justement une coordination renforcée avec les acteurs de ville. Donc, pour la suite, je vais passer la main au docteur Véronique Blanchet qui va représenter un petit peu notre parcours et comment on intervient auprès de nos partenaires. D'accord. Donc, alors, attends, parce que du coup, il faut que je reprenne mon PowerPoint à moi, alors. Oui, si tu vois, j'arrête le partage, comme ça tu reprends directement. Ah, je peux le prendre directement, d'accord. Ok. Non. Non, je pense qu'il faut que je prenne le mien, là. Enfin, c'est Ok. pas grave. Hop, hop, hop. Là. Et là, je vais faire partager, parce que sinon, ça va pas marcher. Hop. Hop, hop. C'est bon, là, vous voyez ou pas? C'est en cours. Et là, c'est bon, on voit. C'est bon? Ok. Alors, donc vous avez sûrement des patients douloureux chroniques, et vous voyez l'importance de la coordination par rapport aux patients douloureux chroniques, parce que les patients douloureux chroniques, ils nécessitent une prise en charge pluridisciplinaire, et on est souvent plusieurs autour d'eux, parce que comme en plus en France, on a le libre choix de son médecin et on peut consommer autant de médecins qu'on veut, les patients, souvent, ils sont dans une errance et ils vont voir, tant qu'ils ont mal, ils vont voir d'abord leur généraliste, puis après ils vont voir un rhumato, un neuro, ils vont faire des examens, etc. Ce qui fait que finalement, ils ont énormément de correspondants et et c'est compliqué de se parler. Donc c'est vraiment le rôle du réseau de mettre en lien toutes les personnes qui prennent en charge le patient. Je parle aussi, bien sûr, des kinés qui ont souvent aussi, en plus de leur médecin spécialiste ou généraliste. Alors, comment est-ce que le patient entre dans le réseau? Alors, on a depuis mars 2020 mis en place un questionnaire en ligne, qui est un questionnaire d'évaluation un peu globale de la douleur, qui est rempli par les patients en ligne. Ça édite un PDF et ces patients, ils peuvent apporter ce PDF qui est une synthèse finalement du questionnaire à leur médecin généraliste, ce qui permet aux médecins déjà d'avoir une synthèse et une vision un peu globale de la douleur et de son retentissement. Ça, c'est une première chose. Et à partir de là, soit le patient est en dehors de l'Île-de-France, parce que le site, il est accessible à tout le monde, bien sûr, et à ce moment-là, nous, on ne peut pas les inclure dans le réseau, soit il fait partie de l'Île-de-France, et le médecin souhaite, à ce moment-là, l'inclure dans le réseau. Je vous parlerai après du dossier d'inclusion. Voilà. Donc, on entre dans le réseau toujours par un médecin, le médecin traitant, ou bien, comme c'est un réseau ville-hôpital, et donc hôpital-ville, on peut dire aussi, ils peuvent rentrer aussi par un médecin douleur qui peut être installé en ville, ou un médecin de CETD, de Centre d'évaluation et de traitement de la douleur, et eux ont défini les stratégies de prise en charge du patient. Donc ils nous l'adressent, nous on analyse la demande, et ensuite, donc, oups, ça allait un peu vite là, tout d'un coup.
on va faire une première consultation d'évaluation et d'orientation pour les patients qui sont entrés par ce circuit du médecin traitant, puisque les patients qui sont arrivés par le circuit médecin douleur CETD, on n'a pas besoin de refaire une consultation d'évaluation et d'orientation parce que les stratégies de prise en charge sont déjà définies. Donc là, on va les définir et on va coordonner la prise en charge en orientant le patient en fonction de ses besoins. Alors ça peut se faire de différentes façons. Il y a une première orientation, enfin une première, ça peut être une orientation. Alors, je ne sais pas pourquoi les deux arrivent en même temps. Voilà, vers des ateliers éducatifs, c'est-à-dire des ateliers d'éducation thérapeutique qui peuvent se faire en groupe ou en individuel. Je vais vous présenter dans le détail après les ateliers. Ça peut se faire vers les partenaires du réseau qui sont nos correspondants, on pourrait dire, hein, qui sont des professionnels de santé qui sont formés à la spécificité de la prise en charge de la douleur chronique. Alors je vous donne un exemple, hein. Par exemple, dans la douleur chronique, chez les patients douloureux chroniques, la kinésithérapie n'a pas les mêmes modalités. Quand on est en rééducation, on va forcer, on va essayer de se remuscler, et de forcer jusqu'à la douleur et avec la douleur, alors que dans la douleur chronique, on essaye toujours d'être juste en deçà du déclenchement ou du renforcement de la douleur. Donc nous, on parle plus de réadaptation physique plutôt que de rééducation dans la douleur chronique. Voilà, par exemple, ça c'est des petites choses. Pareil pour les techniques de relaxation, on ne se concentre jamais sur la douleur dans la douleur chronique, alors que dans la douleur aiguë, on peut au contraire se concentrer sur la douleur pour la faire partir. Enfin voilà, vous voyez, il y a des nuances. Voilà. Donc ces partenaires du réseau, ils sont tous formés à la prise en charge de la spécificité de la douleur chronique dans leurs différents champs. On fait aussi des réunions de concertation pluridisciplinaire où on va justement se réunir autour du patient par rapport à sa problématique et aussi voir quelles orientations finalement on va mettre en place en commun. Donc on a des réunions fixes tous les 2 mois, organisées par le réseau, qui a différents moments pour que tout le monde puisse venir. Et puis on organise aussi beaucoup en fait des réunions, surtout depuis qu'on a pris l'habitude de travailler en Zoom. On fait des réunions des RCP, donc un peu à la demande selon les besoins. On part toujours du médecin traitant, le médecin qui nous a adressé le patient, et puis on fait venir éventuellement des spécialistes qui ne le connaissent pas sur le sujet, sur la problématique, et puis bien sûr toutes les personnes qui le prennent en charge en ville, hein, le kiné, le psychologue s'il y en a, etc., le rhumatologue, le neuro. Alors tout le monde ne peut pas toujours venir, mais on fait ensuite une synthèse. Mais par contre, on ne fait pas de RCP s'il n'y a pas le médecin traitant. On essaye vraiment que ce soit le médecin généraliste qui soit au cœur de la prise en charge, parce que c'est quand même lui qui connaît en général le mieux le patient. Donc ça, c'est les réunions de concertation pluridisciplinaire. On peut éventuellement orienter le patient vers une hospitalisation, soit dans des centres de rééducation fonctionnelle, par exemple, on a un certain nombre de correspondants, voilà, soit aussi par rapport à des sevrages, parce que bon, il y a les sevrages de morphinique, mais il y a également les sevrages pour les céphalées chroniques par abus médicamenteux. Et alors, quelquefois, on arrive à faire ces sevrages pour les céphalées chroniques par abus médicamenteux en ambulatoire, mais quelquefois, les patients préfèrent être hospitalisés quelques jours le temps du sevrage, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de le faire tout seul. Voilà, soit on oriente vers des CETD. Alors là, là on a passé un accord avec un certain nombre de centres d'évaluation et de traitement de la douleur par rapport à ce qu'ils proposent spécifiquement, par exemple du Qutenza dans les douleurs neuropathiques, et qu'on n'a pas en ville, puisqu'il y a un certain nombre de ressources qu'on n'a pas en ville. Et donc là, en fait, ils ne font pas tout le parcours avec la liste d'attente de 3 à 6 mois, voire 1 an dans certains CETD. Ils ont un coupe-fil, c'est-à-dire qu'ils vont directement sur l'orientation qu'on a proposée au niveau de la spécificité qu'ils peuvent présenter. Donc je vous donne des exemples. Hein. Par exemple, le Qutenza, c'est une des orientations les plus fréquentes, mais il peut y avoir d'autres choses hein, qu'on n'a pas en ville et qu'on fait avec les CETD.
Il peut aussi y avoir d'autres orientations parce qu'on a besoin de reprendre un avis spécialisé. C'est assez rare, hein, parce qu'en général, ils ont déjà fait tout le parcours. Quand ils arrivent à nous, en général, ils ont déjà vu au moins une dizaine de médecins ou de spécialistes avant de nous arriver, je dirais. Voilà, donc ça, on fait ces orientations, donc ça, c'est le travail beaucoup des coordinatrices. On informe bien sûr tout le monde à chaque étape et de ce qui a été décidé. Et puis, il y a des réévaluations régulières à 2 mois. Et puis, et on fait des réévaluations à 6 mois et à 1 an pour voir où en est le patient. Je vous parle des évaluations avec des questionnaires, hein, qui nous permettent de voir comment est-ce que ça évolue. Mais les coordinatrices, en fait, font un accompagnement assez régulier, hein, des patients après chaque étape, bien sûr. Voilà, donc ça vous donne un peu le parcours, hein, du patient dans le réseau. Alors, et bien sûr, il y a un plan personnalisé de santé qui est envoyé. Donc, dans notre réseau, on a un délai d'inclusion, enfin, par rapport entre la demande et la consultation d'évaluation et d'orientation, il y a environ 15 jours maximum. En général, c'est moins. Enfin, on a voyé des délais beaucoup plus courts que dans les CETD. Et on a une durée d'accompagnement du patient, c'est-à-dire qu'on le coordonne pendant sa prise en charge pendant 1 an et 3 mois. Ça, c'est l'ARS, hein, qui nous a donné cette deadline qui correspond à peu près, hein, au parcours, vous voyez, que le patient peut faire et comment il peut évoluer. L'objectif, évidemment, principal de ce parcours, c'est que le patient aille mieux, mais aussi qu'il soit autonome, qu'il apprenne à mieux vivre avec sa douleur, parce qu'on est dans quelque chose de chronique qui ne va pas guérir comme ça en 5 minutes. Et en fait, vous voyez, ça prend tout un temps quand même aussi pour le patient d'arriver à devenir autonome et à arriver à mieux vivre avec. Ça prend un certain temps. Voilà, donc ça, c'est les dossiers d'inclusion que les médecins donc vont remplir, hein, dans la demande d'inclusion. Je crois il y a une page qui a sauté. Voilà, ça commence par ça. Donc, vous voyez, vous remplissez là, je suis le médecin spécialiste ou je suis le médecin généraliste, je suis le médecin traitant, en tout cas celui qui est déclaré. Et vous pouvez préciser le motif de l'inclusion dans le réseau. Est-ce que c'est pour un programme d'éducation thérapeutique? Est-ce que vous voulez une RCP ou une discussion simplement une consultation pluri? Ou est-ce que vous recherchez un correspondant qui serait formé à la douleur chronique? Voilà, ça c'est une partie de ce que vous avez à remplir. Et ensuite, voilà, le minimum de ce qu'on veut avoir, c'est quelle est la pathologie liée à la douleur? Est-ce que c'est une algie vasculaire, une céphalée, etc. Et puis, vous voyez qu'il y a une place pour que vous puissiez dire si ça ne rentre pas dans toutes ces cases. Ah, toc. Les antécédents médicaux en quelques lignes et l'histoire de la maladie. Là, c'est coupé, hein, mais la page est beaucoup plus grande, hein. On vous a mis une partie seulement du dossier d'inclusion. Et puis, bien sûr, nous envoyer des comptes rendus pour qu'on puisse avoir une vue globale. Voilà. Donc, ensuite, dans son parcours, donc, il va avoir cette consultation d'évaluation et d'orientation, des réunions de concertation. Donc là, on redit un petit peu la même chose de ce qu'on vient de dire, hein. La chose là qu'on dit en plus sur cette diapo, c'est que vous avez la possibilité d'appeler ce qu'on appelle l'algovigilance, hein, qui est un numéro. Je ne sais pas si vous le voyez bien, parce que j'ai l'impression qu'il y a. Non, si vous voyez là. Bon, Oui. d'accord. Parce que moi je vois pas parce que vous êtes dessus, mais bon. Voilà, donc ça c'est un numéro que vous pouvez appeler. En général, vous tombez sur moi d'ailleurs, parce que c'est moi qui ai le téléphone. Entre 8h30, ou plutôt 9h si c'est possible, et 20h. Parce que moi je suis pas trop du matin, mais voilà, mais je suis au bout du téléphone toujours pour donner des conseils ou des avis ou des discussions, voilà, sur vos patients. Qu'ils soient inclus dans le réseau ou pas, hein. Là pour le coup c'est ouvert, voilà. Mais sur la région Île-de-France, hein, parce que je ne peux pas courir toute la France quand même. Voilà.
Ensuite, je continue là, ou je m'interromps, je ne sais pas si vous avez des questions là déjà. Non, je continue. On peut continuer et on fera l'ensemble des questions à Bon, la fin. d'accord. Ok. Donc là, je vais vous présenter le programme d'éducation thérapeutique, donc douleur chronique LCD. Donc, c'est ce que je vous disais, hein, vraiment l'idée, l'objectif principal de notre programme, c'est que le patient soit autonome, c'est-à-dire qu'il puisse arrêter l'errance médicale dans laquelle il est souvent, hein. Parce que les patients, ce qu'ils cherchent, c'est à ne plus avoir mal du tout, souvent, hein. Et ça, c'est pas toujours possible, parce que quand on a de l'arthrose, de toute façon, par exemple, hein, ça se guérit pas l'arthrose, et on risque d'avoir des douleurs. Après, on peut arriver à mieux les vivre et à gérer ces douleurs, hein. J'aime pas beaucoup le mot gérer, mais c'est quand même l'idée. Et pour ça, ça passe par déjà quelque chose d'important, c'est qu'ils comprennent ce que c'est que cette douleur chronique, et qu'ils aient compris aussi comment ils pouvaient mieux gérer leur traitement, que ce soit des traitements médicamenteux ou des traitements non médicamenteux d'ailleurs, hein. Et donc on leur propose des approches complémentaires, des approches non médicamenteuses, mais ce qu'on appelle des approches complémentaires, de relaxation, d'auto-hypnose, de bouger. On leur apprend des techniques aussi comme le fractionnement des activités, enfin voilà, des thérapies cognitives et comportementales par rapport à la douleur chronique. Alors, les ateliers d'éducation thérapeutique, on en a deux grands groupes en fait, hein. Soit ils sont en individuel, soit ils sont en groupe. Alors, depuis le Covid, on a transformé pendant un bon moment, on faisait que de la visioconférence, ce qui n'est pas toujours très pratique, notamment pour tout ce qui est réadaptation physique. Là, il fallait quand même que les kinés les voient un peu, donc on s'est un peu débrouillé pour qu'ils les voient au moins une fois. Et donc on fait du présentiel actuellement et de la visioconférence, parce que finalement tout le monde s'y est mis un peu et ça permet de gagner du temps et surtout ça nous permet aussi de pouvoir recruter des patients qui peuvent pas se déplacer sur Paris ou qui sont loin, vous voyez, parce que comme on est régional, c'est pas très pratique de les faire venir toujours sur Paris et on n'a pas encore beaucoup de correspondants sur place, mais on en a un peu quand même, on va en parler tout à l'heure, notamment sur votre département. Donc ces ateliers, ils sont animés par des professionnels libéraux de proximité, formés, ils sont formés à l'éducation thérapeutique et formés à la spécificité de la douleur chronique, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, je voudrais que ça avance, voilà. Ils sont rémunérés selon le cadre, dans le cadre des rémunérations spécifiques de l'ARS. Bon, je passe parce que voilà, juste pour vous dire un peu les grands syndromes douloureux chroniques qu'on voit dans notre réseau, hein, c'est beaucoup la fibromyalgie, les lombalgies, les lombosciatiques, bien sûr, les migraines, les céphalées de tension, et puis toutes les céphalées chroniques quotidiennes ou chroniques épisodiques, hein, comme on voit aussi des AVF et des choses comme ça, bien sûr. Voilà, migraine de l'enfant, de l'adolescent, toutes les maladies rhumatologiques, notamment les patients qui sont sous anti-aromatase, hein, qui donnent des douleurs articulaires importantes, toutes les névralgies enfin pas toutes, mais des névralgies brachio-thoraciques post-chirurgie du sein, ça aussi on en voit, des vulvodynies, de l'endométriose, et puis depuis le Covid, on a maintenant des syndromes de Covid long, hein. Je pense que vous aussi, vous commencez à en voir, hein. On a un peu plus de recul là, et on a quelques patients comme ça. Mais on en a de plus en plus. Enfin, soit parce qu'ils ont décompensé leur douleur chronique qui s'est aggravée, je dirais, soit parce que là, ils ont vraiment lié à l'infection du virus des douleurs post-virus, on peut dire, post-Covid. Alors, justement, je vous présente un petit cas clinique. Donc, Madame R, qui a 35 ans, elle a des douleurs intenses, invalidantes, qui sont diffuses, qui sont quotidiennes, d'intensité variable selon les jours, hein. Elle a des sensations de courbature, de picotement, de brûlure au niveau du rachis, des bras, des jambes. Elle a une fatigue permanente dont elle se plaint beaucoup, et puis des troubles du sommeil à type de réveil nocturne et d'endormissement.
Elle dit qu'elle a tout essayé et elle a un bilan rhumatologique tout à fait normal, bien sûr. Enfin, je dis bien sûr, voilà. Et on n'a pas trouvé de cause. Qu'est-ce que ça vous évoque? Comme j'entends rien. Donc c'est pas une maladie rhumatologique, vous voyez, c'est des douleurs diffuses. J'entends N'hésitez pas, pas à j'entends. ouvrir vos micros hein, si vous voulez intervenir ou à lever la Ouais, main pour que... ouais. Il y en a qui veulent intervenir ou pas? Parce que je vois rien, moi, je vois que mon écran avec mon. Pour Non? l'instant, personne. Ok. Pour l'instant, personne, non. Alors, c'est pas pour vous piéger, hein, c'est simplement parce que voilà, c'est un tableau assez typique de ce qu'on appelle de syndrome fibromyalgique, hein, qui associe donc des douleurs musculo-squelettiques, qui touchent au moins 4 sur 5 régions anatomiques, au moins 3 cadrans corporels associés à une douleur axiale. Voilà, ça c'est assez typique de la fibromyalgie. C'est une douleur donc qui est chronique, il y a plus de 3 mois, qui est associée souvent à une détresse émotionnelle importante avec un handicap fonctionnel, c'est-à-dire des gens qui sont fatigués et qui ne bougent plus. C'est dans la nouvelle classification de la IASP, on appelle ça maintenant les douleurs nociplastiques dans le mécanisme, hein. Et puis c'est souvent associé, enfin on peut même dire que c'est très souvent associé à d'autres troubles, notamment le trouble du sommeil, l'obésité, etc. Donc c'est assez évocateur d'une fibromyalgie. Et pour pouvoir affirmer le. Voilà, on avait mis. On sait pas. Alors, le problème des fibromyalgiques, c'est souvent, on ne sait pas quoi leur proposer. D'abord, parce que souvent, on se demande si c'est du lard ou du cochon. On se dit, est-ce qu'elle a vraiment mal? Parce que c'est pas évident. Parce que c'est souvent très bruyant aussi, hein, comme symptomatologie. Et on a quand même, je ne sais pas si vous connaissez, hein, ce questionnaire qui permet vraiment de se dire qu'il y a une forte probabilité que ça soit une fibromyalgie, hein, c'est le FIRST. Fibromyalgie, je ne sais plus ce que ça veut dire les deux autres lettres, mais bon, bref. Mais donc, vous voyez, c'est un questionnaire assez facile puisqu'il y a 5 questions qu'on fait remplir par le patient. Les douleurs sont localisées partout dans mon corps. Elles s'accompagnent d'une fatigue générale permanente parce que ça, c'est constant dans la fibromyalgie. Il y a toujours une fatigue associée, plus ou moins importante, mais elle est toujours là. Mes douleurs sont comme des brûlures, des décharges électriques, des crampes. Mes douleurs s'accompagnent d'autres sensations anormales comme des fourmillements, des picotements. Elles s'accompagnent d'autres problèmes de santé comme des problèmes digestifs, des maux de tête, etc. Et elles ont un retentissement important sur le sommeil, concentré avec une impression de fonctionner au ralenti. Voilà. Donc, quand vous avez ça, 4, 4 sur 5 qui est rempli oui, vous avez quand même une forte suspicion de fibromyalgie. Le deuxième partie du diagnostic étant qu'on a éliminé une pathologie rhumatismale évolutive, bien sûr, après un bilan, puisque la symptomatologie peut être très très proche, comme vous le voyez. Donc voilà, un petit extrait de notre questionnaire, hein, on n'a rien réinventé, on a repris tout ce qui avait été validé par l'ANAS, l'ARS, l'HAS, les recommandations internationales, etc. Donc on n'a rien mis, on ne peut pas réinventer la poudre, hein, on l'a simplement mis en synthèse. Donc ça explore quand même beaucoup le retentissement de la douleur. Madame, je vous donne une autre petite situation là, qui est justement une femme qu'on a vue il n'y a pas très longtemps. Donc c'est des douleurs diffuses qui évoluent dans un contexte de Covid long, hein. Elle a fait un Covid en août 2020, très symptomatique, avec une fièvre importante. C'était la première vague, hein, avec une agueusie, une anosmie, avec des gens qui n'étaient pas vaccinés du tout, hein. Et elle a, vous voyez, elle a eu des douleurs un peu retardées, presque un an après, hein, en mars 2021, avec des douleurs dans les jambes, le genou et le dos. Et puis elle a des douleurs qui évoluent par épisodes plus ou moins longs, de siège et d'intensité très variable. Il y a des moments où elle a mal aux pieds, aux cuisses, dans les trapèzes, dans les mains, elle a des fourmillements. Son odorat lui est peu revenu. Le sommeil est relativement perturbé, notamment par la douleur. Et par contre, elle était dans un état d'anxiété très intense, avec la peur aussi d'avoir ce Covid pour toute sa vie et que ça allait pas s'arrêter, qu'elle allait jamais récupérer, que ça allait encore s'aggraver, etc.
Donc vous voyez, c'est typiquement ça aussi, ce qu'on voit ce qu'on appelle le Covid long, des douleurs qui peuvent être soit après le Covid assez rapidement, mais en général, il y a souvent un intervalle après la phase infectieuse, hein, et puis des douleurs un peu diffuses. Ce sont typiquement des douleurs nociplastiques, hein, de mécanismes de dérèglement, en fait, hein, c'est des dérèglements du système de la douleur donc le virus du Covid, en tout cas, a déclenché, comme je vous le disais, soit des symptômes vraiment douloureux chroniques, soit ça a décompensé des douleurs chroniques préexistantes. Voilà. Pof. Bon ben voilà, on va pouvoir discuter. Merci beaucoup. J'éteins Oui, on peut éteindre voilà. du coup le diaporama. Alors, on n'avait pas forcément encore là de questions dans le fil de discussion, mais voilà, si vous pouvez les noter. Et voilà, maintenant, place aux échanges. Est-ce que vous avez des questions, des réactions? Enfin, voilà. Allez-y, la parole est à vous. Je ne sais pas si vous voyez beaucoup de patients douloureux chroniques avec des fibromyalgies, parce que nous, on a un petit biais de recrutement, mais on en voit beaucoup. Sinon, vous, parmi vos patients douloureux, quel profil rencontrez-vous? Vous en voyez peut-être pas. C'est possible. Excusez-moi, moi j'ai une question. Oui. Bah non. Oui, allez-y. Ah oui, mince, je vous entendais plus. Bonjour. Je peux vous J'ai une présenter. question. Oui, je suis Nadine Randawa, je suis infirmière libérale. Oui, bonjour. Et du coup, je voulais savoir si, suite au questionnaire en ligne et à l'adressage du médecin traitant, le réseau se déplace au domicile des patients ou comment ça se passe? Non, 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 on peut pas se Non, hein. déplacer. Non, non, on peut pas se déplacer au domicile du patient. On peut éventuellement faire des visios, des téléconsultations. Ça c'est tout à D'accord. fait possible. On l'a fait une fois ou deux, hein, notamment pendant le Covid, notamment avec l'infirmière, hein, et en visio, avec notre infirmière Mhm. coordinatrice, l'infirmière sur place, hein, pour évaluer un peu les choses, parce que c'est vrai qu'on a quand même besoin de pouvoir examiner les patients. Soit on peut le faire aussi avec le médecin, on peut tout à fait faire une télé-expertise en consultation avec un médecin, ça, il y a pas de problème, ça c'est tout à fait possible. D'accord, ok. Et au niveau de la prise en charge des intervenants, enfin, vous êtes passé assez rapidement, mais on a ces problématiques, nous, en ville, hein, que souvent, on adresse à des spécialistes et puis c'est forcément, il y a toujours un frein qui est la prise en charge. Donc, comment ça se passe exactement Alors, et pour les techniques complémentaires, on a un budget ETP, hein, d'éducation thérapeutique, qui est payé par l'ARS ETP. Mhm. Et donc, on a un certain budget dans lequel on rémunère, si vous voulez, le professionnel de santé qui lui-même est formé à l'ETP, hein, et en général, on fait 6 séances. Par exemple, pour apprendre des techniques de relaxation ou d'auto-hypnose, hein, le patient a 6 séances, et puis ensuite on estime qu'il est autonome. Alors, par contre, il faut choisir le bon moment pour lui proposer l'apprentissage de ces techniques, parce que les patients, souvent, ils sont très passifs au démarrage, hein. Quand ils viennent, ils ont envie qu'on leur retire comme ça miraculeusement la douleur. Ils sont pleins d'espoir de ne plus Mhm. jamais avoir mal. Alors, c'est pas du tout ça qui se passe, hein. On leur explique que ça va être progressif, que les choses, elles s'arrangent quand on fait tout en même temps, quand on traite la douleur, les facteurs qui aggravent la douleur, quand on peut traiter la cause de la douleur, et puis quand on traite la mémoire de la douleur aussi, parce que quand on a la sensibilisation, hein, du système nerveux à la douleur chronique, il faut faire tout ça en même temps. Donc, on propose différentes stratégie, hein, pour faire tout ça, et on leur explique que ça va prendre un peu de temps. Et donc ces ateliers d'éducation thérapeutique, ils sont rémunérés par l'ARS
ETP, hein, voilà, sur les 6 séances. D'accord. Et donc, Merci. on recrute, hein, si vous avez envie de... Vraiment, je passe 2 annonces, 3 annonces, hein, on recrute un médecin coordinateur, parce que moi, j'aimerais un jour partir à la retraite. Voilà. On recrute des professionnels de santé libéraux qui se forment à l'ETP et qui ont envie ou qui sont formés par ailleurs, soit ils sont kinés, soit ils sont formés à l'auto-hypnose, à la relaxation, des choses comme ça. Et nous, ça nous intéresse d'avoir sur place, hein, dans votre région, des gens. Si vous en connaissez vraiment, envoyez-les nous, hein, parce qu'on a besoin de gens sur place. Hein, on va pas, et parce que nous, on ne va pas se déplacer dans toute la région. C'est trop grand, la région. Voilà, et donc c'est bien que les patients ils aient des proximités. Bon, je note. Je note. Mais vraiment, hein, si vous connaissez des gens que ça intéresse, qui sont déjà formés à l'hypnose et tout ça, après ça, là, on les forme, nous, à l'ETP. Hein, c'est une formation qui est payée par le réseau. On a un budget pour former des professionnels de santé libéraux à l'éducation thérapeutique dans le cadre de la douleur chronique, parce que évidemment, c'est dans notre programme. D'accord, ben je passe l'annonce. Merci. Je véhicule. Merci en tout cas. Oui, on rediffusera aussi, nous, dans le cadre du DAC, hein, pas de souci, on rediffusera un peu ce genre d'informations. Ça peut être intéressant de relocaliser, parce que vous avez tout à fait raison la sectorisation. Je pense que c'est important de se dire qu'on a beaucoup de patients sénémarnais qui ne seront pas forcément en capacité d'aller dans le 13e arrondissement. Hein, parce que, Ah non, voilà, donc c'est vrai que c'est important, et ça, on peut relayer. Et puis, et nous, au niveau du DAC, on bosse pas mal avec des hypnothérapeute. Donc ça peut faire partie des choses. Enfin voilà, on en rediscutera entre nous si vous voulez, oui, docteur Blanchet ou Stéphane. Donc il y a des médecins là dans l'assemblée là, je pense. Ah, il faut que vous branchiez votre micro. Vous m'entendez? Oui, voilà. Oui. Voilà. Bonjour tout le monde, je suis le docteur Belkadi, je suis médecin coordonnateur dans 2 structures, une au Berge du Danube à Céris et à la résidence de Fontenelle à Chanteloup-en-Brie. Moi, la question que je voulais poser, c'est au niveau de l'autonomie, ce que vous entendez par autonomie, parce qu'au niveau des EHPAD, vous savez, hein, si on parle d'autonomie physique ou l'autonomie du point de vue cognitif, on va éliminer presque 98% de nos résidents pour la prise en charge au sein de votre structure. Donc, qu'est-ce que vous appelez, par exemple, quand vous dites une autonomie physique? Est-ce que quelqu'un qui est dans un fauteuil roulant, qui arrive à le pousser, etc., il est autonome pour vous? Ou est-ce que quelqu'un qui a cognitivement, qui a un MMS à plus de 15, voilà, vous arriverez éventuellement à faire quelque chose avec lui quand bien sûr, il souffre de douleurs chroniques éventuellement? Alors, je me suis peut-être mal exprimé. Mon but, c'est pas qu'il soit autonome d'une façon générale, c'est qu'il soit autonome par rapport à la prise en charge de leur douleur. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, je me suis peut-être mal exprimé, en tout cas, c'est peut-être pas très compréhensible. C'est que l'idée, c'est pas qu'ils deviennent autonomes au sens où vous le dites vous, bien sûr, hein. C'est que nous, ce qu'on constate, c'est que les patients, ils sont très passifs. Et ils sont très passifs par rapport à leur douleur. Et dans la douleur chronique, ça devient un cercle vicieux. C'est-à-dire que très souvent, du coup, ils ne font plus rien. Parce que comme ils ont mal, ils ne bougent pas. Et moins ils bougent, plus ils ont mal. Enfin, vous voyez, Et ils s'attendent à ce que le kiné fasse un miracle, par exemple. Le kiné va leur faire des exercices, mais ils ne font pas les exercices parce qu'en fait, ils ne vont que chez le kiné. Et on voit des patients qui vont chez le kiné depuis 10 ans, 15 ans. Hein. Et une fois par semaine, voire 2 fois par semaine, mais ça n'avance rien. Parce que tant qu'ils ne refont pas tous les jours des exercices, ça ne sert à rien. Donc c'est dans ce sens-là que je voulais dire autonomie, au sens où ils décident, eux, par exemple, de faire des exercices tous les jours. Et on les encourage à faire 5-10 minutes d'exercice tous les jours, parce que c'est ça qui va les aider à avoir moins mal. Enfin, c'est tout un démarche. Ce qui est très différent, bien sûr, du handicap. Nous, on a très peu de patients en handicap, parce qu'ils sont pris en charge dans d'autres structures que les nôtres, au niveau douleur. Et pareil pour la gériatrie, en général, c'est c'est pour ça qu'on a très peu de patients, d'abord parce que quand ils sont en EHPAD, de toute façon, nous, on les voit pas, parce qu'on ne va pas sur place. Mais par contre, on peut donner des conseils
c'est là où quelquefois moi j'ai des appels de médecins qui sont en EHPAD et qui me disent voilà, je suis embêté avec ce patient, etc. Alors quelquefois on le fait venir, ça nous est arrivé, de les voir, de les inclure dans le réseau, mais très souvent le médecin, je dirais sur place, se débrouille, enfin avance avec les conseils qu'on peut donner. Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, oui, enfin, Oui. en gros, j'ai compris que un résident, par exemple, qui n'arrive pas à suivre les consignes, ça ne sert à rien de toute façon. S'il a des douleurs chroniques et que derrière, même avec le kiné, des fois on arrête la kiné parce que justement, il dit qu'il n'arrive pas à suivre les consignes, ça ne sert à rien de forcer en niveau kiné. Donc je comprends très bien, cognitivement, s'il n'arrive pas à suivre, ça ne sert à rien Oui, d'aller plus loin. ouais, c'est compliqué. Mhm. Merci. J'ai une Allez-y. simple question. Comment vous contactez si on a besoin? Je suis médecin co à Maison Retraite à Seplepascioro à Siambri. Comment on peut vous contacter si on a besoin pour un avis? Ben, il y a deux moyens. Le plus facile, c'est d'appeler le réseau. On va vous mettre le numéro de téléphone là on l'a mis dans le diaporama à plusieurs endroits. C'est 01 43 41 14 00. Ça vous tomberait sur les coordinatrices. Et si vous avez besoin d'un conseil spécifique pour un patient, mais vraiment un truc ponctuel, et que vous êtes embêté sur un problème de douleur chronique, ben vous faites le numéro du réseau, l'algovigilance que vous avez aussi voilà. C'est Stéphane est en train de vous mettre les numéros. Voilà, c'est ça, je mets les numéros dans le chat. Merci. Voilà. Mais Merci le plus beaucoup. simple, c'est quand même de passer par la coordination en général, quand c'est des questions. Par exemple, si vous voulez inclure un patient, il vaut mieux passer directement par le numéro fixe, parce que moi, je vous renverrai sur le numéro fixe de toute façon, si c'est pour inclure. Si c'est un conseil, c'est l'algovigilance, mais si c'est pour inclure, il vaut mieux passer par la coordination. Merci. D'autres questions? Ou remarques, envie de partager? Après, les diapos, peut-être qu'on peut les communiquer, non? Bien sûr. Ou avec Il les n'y a pas de coordonnées. Et puis comme ça, vous aurez les numéros de téléphone un peu à distance, que c'est vrai que du coup, reprendre les coordonnées là comme ça à la volée, puis on vous refera un mail un peu récap avec les données importantes. Et puis de toute façon, enfin voilà, on est aussi, vous avez le DAC qui est là, on organise des journées comme ça. N'hésitez pas à repasser par nous pour avoir, parce qu'on le sait très bien, garder l'info, bien la stocker. N'hésitez pas, il y a forcément du monde, nous aussi au téléphone, et on peut vous, enfin, vous n'êtes pas tout seul, quoi. On peut vous aider à vous orienter. On peut vous envoyer des plaquettes aussi. Oui, on a tout. Alors, vous Vous aurez avez effectivement les plaquettes, les fiches de demande d'inclusion, donc la présentation, et on va vous renoter l'ensemble des liens aussi que M. Borin a partagés concernant les questionnaires, etc., etc. Ok. Mais vous envoyez beaucoup là de patients douloureux chroniques. Je ne vous ai pas répondu. C'est juste pour moi pour. En maison de retraite, c'est plus l'arthrose, en fait, les douleurs chroniques qu'on rencontre le plus souvent. C'est plus ça, c'est les gonarthroses, c'est les coxarthroses, voilà, invalidantes. C'est plus ça qu'on voit. Donc, c'est vrai qu'on traite avec les antalgiques habituels. Moi, j'en ai une, par exemple, qui est d'un certain âge, elle a plus de 80 ans, avec un accident de la voie publique quand elle était jeune. Et là, c'est un mélange, même le médecin traitant n'arrive plus à s'en sortir parce qu'on a tout essayé, des douleurs chroniques, on a essayé des traitements à base de médicaments neuropathiques, des antalgiques habituels, de la morphine. Et voilà, c'est à chaque réunion, à chaque staff que je fais, ça revient à chaque fois, elle est douloureuse, elle est douloureuse. Par contre, le problème qui se pose, voilà, c'est une dame qui est quand même en fauteuil roulant, on va même dire grabataire, parce qu'elle fait uniquement fauteuil, lit. Donc, du coup, voilà, c'est peut-être juste un conseil. Vous appelez pour un conseil, demandez au médecin Oui, traitant de ou vous on appeler peut pour un conseil. faire, ce qu'on peut vous proposer aussi, vous voyez, c'est typiquement, nous on voit les trucs complexes, on voit pas les choses, parce que en général il y a plein de choses qui sont réglées déjà. Donc là c'est typiquement une situation complexe. Ce qu'on peut vous proposer par exemple, c'est de faire une RCP, de faire une réunion de concertation pluridisciplinaire
avec le médecin, avec la kiné, avec les infirmières qui s'en occupent, s'il y en a, enfin, et qu'elles ont le temps de venir, parce que je sais qu'en EHPAD, il y a toujours un problème de timing. Mais voilà, ça, par contre, on peut tout à fait avoir. Alors, dans les RCP, on pose les problématiques et puis on essaye d'avancer, hein, de réfléchir ensemble, parce qu'on est toujours plus intelligent à plusieurs quand on réfléchit à plusieurs, hein, d'avoir des idées, voilà, autour de ces prises en charge qui sont complexes. Parce que c'est typiquement, nous, on intervient vraiment, le mot complexe est important. Il y a des patients douloureux pour lesquels c'est pas complexe. Parce que, voilà, ils ont de l'arthrose, ils ont mal au genou, voilà, quand le temps change, etc., etc. Bon, voilà. Par contre, c'est quand ça commence à prendre, vous voyez, quand ça commence à prendre de l'ampleur sur plein de plans, sur le plan du moral, sur le plan sur le plan de la mobilisation, sur le plan de l'activité, sur le plan de l'isolement social, etc. Enfin, tout ce que disait Stéphane au démarrage, hein, tous les retentissements qu'il peut y avoir quand on a une douleur chronique. Voilà. Et puis sur la plainte aussi, et puis sur l'entourage, parce que la façon aussi dont les patients se plaignent, ça use aussi l'entourage quelquefois. Hein. Et donc il y a des retentissements familiaux, des conflits, ou voire même des gens qui partent, hein, qui se séparent. Enfin, c'est pas en EHPAD, hein, mais peut-être que si, d'ailleurs, je sais pas. Parce que bon, il peut y avoir plein de choses, quoi. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir en discuter ensemble, parce que il n'y a pas de solution miracle du tout, hein, mais c'est une façon de discuter autour de situations complexes et de voir comment on peut Et améliorer un pour, peu. et pour ajouter un mot, ce qui est intéressant aussi avec les RCP qu'on va organiser, par exemple, si vous souhaitez présenter un cas d'une RCP, c'est que nos partenaires aussi seront présents, ceux qui sont disponibles seront présents à la RCP. Donc, il pourra y avoir différents experts, différents spécialistes qui pourraient être présents et apporter aussi leur regard sur votre situation, ce qui permet d'avoir ce regard pour les professionnels, hein, qui est très important, et ce recul qu'ils ont aussi parce qu'ils ne connaissent pas vos patients, qui permet aussi peut-être de compter des petites choses qui n'ont pas été vues parce qu'on est trop près des patients. Donc, c'est permet justement d'avoir ces regards croisés pour pouvoir dénouer des petits nœuds potentiellement. Alors, il y a une question sur Oui. quid des douleurs qualifiées de psychosomatiques. Ah, pardon, oui, je prends votre. Alors, nous, en douleur, on n'emploie pas ce terme-là parce que c'est très difficile de séparer le psychisme du corps en douleur. Parce que la douleur est vraiment au carrefour, on pourrait dire, hein, du somatique et du psychologique. Parce que la psychologie, c'est l'étude des émotions et des comportements, et la douleur, elle prend tout ça, elle prend le corps voilà, donc Mais excusez-moi, quelquefois, oui. excusez-moi, docteur, je me permettais de vous poser la question parce que bon, c'est une patiente que nous n'avons plus en charge, mais qu'on a eu pendant longtemps, donc à l'origine pour l'administration des traitements psy, et qui, pendant des années, ça fait des années que ça a duré, nous, ça faisait 2 ans qu'on la prenait en charge, se plaignait de douleurs buccales. Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, avec des investigations multiples et beaucoup de spécialistes, dentistes, stomato, même un médecin douleur, bon, à part quelques affres et une hypocyalie liée à ces traitements, on n'a jamais rien trouvé. Le problème, c'est que c'est un contexte qui s'envenime et qui s'entretient et qui conduit à plusieurs passages à l'acte. Et voilà, malgré toutes les consultations douleurs qu'on a pu mettre en place et les investigations aussi et les examens complémentaires qui ont été réalisés, on est resté dans l'impasse avec cette patiente. Donc, que je n'ai plus en charge, donc je ne sais pas où ça en est, mais comment on fait avec. Enfin, est-ce que vous, ce genre de patient qu'on pourrait vous adresser en s'adressant au médecin traitant, est-ce que vous continuez l'investigation? Qu'est-ce que. Nous, en général, non, on ne reprend pas les investigations parce que le diagnostic a dû être posé, surtout s'il a été vu déjà en consultation douleur. Mais par contre, c'est plutôt c'est plutôt de prendre les choses autrement quelquefois, vous voyez, qui permettent Mhm. d'avancer. Mais typiquement, c'est complètement ce qu'on voit en consultation douleur. Enfin, on en voit, ça évoque une glossodynie ou quelque chose comme ça, ce que vous évoquez là. Et souvent, il n'y a rien au plan somatique de visible. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a pas mal. Vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire que
c'est compliqué la douleur hein, sur le plan neurophysio. Hein, c'est pour ça que la définition de l'Association internationale de la douleur est quand même assez géniale, parce qu'elle inclut tout. Elle dit c'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable. Donc vous voyez que là, le psychologique, là, on pourrait dire, hein, les émotions, elles sont là. C'est une expérience, la douleur, c'est du vécu, qui est liée ou non à une lésion sous-jacente, ou décrite en ces termes. Vous voyez, c'est très très large comme définition. Mais par contre, c'est vrai que ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a rien trouvé de curable. On n'a rien trouvé de... Voilà. Mais que sans doute, il y a dans sa douleur des composantes psychologiques, voire psychiatriques, peut-être aussi, hein, qu'il faut peut-être traiter prioritairement, mais ce n'est pas forcément la psychiatrie qui va régler le problème. Vous voyez ce que je veux dire? Quelquefois, c'est d'autres approches. Mais vous pouvez tout à fait nous l'envoyer. Hein, mais alors, par contre, nous, ce qu'on veut, c'est avoir une... Comme on ne reprend pas les examens, on n'en refait pas, je veux dire. Hein, vous voyez, d'abord parce que moi, je ne peux pas prescrire dans le cadre du réseau. Enfin, les médecins coordonnateurs ne peuvent pas prescrire. Donc, on passe par le médecin traitant s'il faut prescrire. En général, ça a déjà été prescrit. Donc, on ne va pas recommencer des bilans qui ont déjà été faits, etc. On fait confiance à nos collègues là sur les explorations. Vous voyez. Par contre, on a besoin d'avoir les résultats pour avoir une vue d'ensemble, une vue un peu globale de la situation. Mais tout à fait. Non, c'était juste pour évoquer ce genre de douleur qu'on attribue voilà, à des causes psychiatriques pour le coup, parce qu'on ne trouve rien d'autre. Hein. Voilà, c'est juste pour évoquer ça. Merci. Oui, tout à fait. Merci. Il est 2h moins 2. Est-ce qu'on a peut-être juste une dernière question et sinon on va pouvoir conclure? Non, je pense que non. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur Borin, Docteur Blanchet, pour votre intervention. Merci aux participants. Du coup, je vous fais suivre l'ensemble des documents qu'on a évoqués. Je vous mets également en commentaire un petit lien vers un questionnaire de satisfaction. Voilà, faites-nous part de vos retours. Je le mettrai également dans l'email récapitulatif, mais si vous voulez y répondre directement, vous le pouvez. On organisera un prochain partenaire hashtag sur les pouces le mois prochain. Vous recevrez une invitation en ce sens. Voilà. Puis si vous avez même des demandes spécifiques d'acteurs qui vous intéresseraient de rencontrer, n'hésitez pas hein, à nous faire des retours. Merci beaucoup. Voilà, juste un dernier petit mot. Pour ceux qui sont dans des MSP et autres, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez qu'on fasse une présentation de nos structures à vos équipes ou autres. Hein. On sera disponible aussi pour rencontrer les différents acteurs en local, donc n'hésitez pas. On s'en fera. N'hésitez pas aussi, moi je peux faire le relais. Le relais, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Merci. Merci encore à Solène et l'équipe de la DAC. Merci à vous. Avec plaisir. Bon après-midi, à bientôt. Merci, au revoir.